Eh bien, je suis partie au Népal en 1986 pour y faire mon terrain de thèse. Donc, j'avais une bonne connaissance du népali, surtout livresque, hein, puisque j'avais étudié 3 ans la langue, et puis j'avais fait 2 ans de hindi, 1 an de sanskrit, donc, qui sont toutes des langues apparentées, donc ça aide, le sanskrit pour le vocabulaire, le hindi aussi, puisqu'en plus, parfois, à l'époque, voyant une étrangère, les Népalais essayaient d'incorporer le plus possible de vocabulaire étranger à leurs yeux dans ce qu'ils disaient. Donc c'était à l'époque du hindi. Et donc ça a été évidemment un atout pour moi. Et puis en fait, dans les études népalaises que j'avais suivies à l'INALCO, j'avais eu la chance, en fait, dès le début, de rencontrer Philippe Sagan, qui était lui aussi attaché au Centre d'études de l'Inde, mais qui travaillait sur le Népal oriental, chez un groupe ethnique qui s'appelait les Limbu, et qui était quelqu'un de passionnant, qui arrivait à faire ses cours sans une note et qui avait vraiment l'art de raconter et également l'art d'écrire, puisqu'il écrivait un petit peu comme il parlait. Et son livre qui s'appelle Le paysan Limbu, c'est sa maison et ses champs, donc avec un titre qui n'est pas toujours pas forcément transportant. Eh bien, ça a été vraiment un ouvrage que j'ai adoré, avec donc une approche marxiste, matérialiste de cette rencontre entre un groupe tribal, comme on disait à l'époque, et les occupants de castes qui se sont implantés sur leur territoire, comment à travers les techniques cette rencontre s'était opérée. Donc voilà, j'avais ce bagage-là, et puis j'ai rencontré en fait, dès la maîtrise, des chercheurs qui travaillaient dans un village au Népal qui s'appelait Salmé, notamment Olivier Dollfus, qui était géographe, qui m'avait proposé donc de faire partie de cette équipe de chercheurs très nombreux qui ont tous travaillé sur un même village, Tamang, situé au nord de la vallée de Katmandou. Et en fait, il y avait assez peu d'anthropologues dans cette équipe de chercheurs qui était composée donc d'agronomes, de géographes, de géologues, enfin de beaucoup de disciplines, mais assez peu en sciences humaines finalement. Moi, je n'avais pas à mon goût la préparation suffisante ni le niveau de langue suffisant pour commencer dès la maîtrise un terrain au Népal. Et donc j'avais décliné, mais j'avais eu donc cette première rencontre avec Olivier Dollfus qui m'avait conseillé d'aller au centre d'études himalayennes, rencontrer les chercheurs. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, bon, il y avait toute une équipe, mais la personnalité la plus marquante, celle dont je me souviens et dont j'ai profité énormément de la présence et des conseils, c'était Corneille Geste, quelqu'un qui avait lui-même été très important, sans le savoir, dans ma carrière d'anthropologue, puisque c'était grâce à son livre que je m'étais orientée sur les études népalaises. Et donc déjà rencontrer Corneille Geste, pour moi, avant même de le rencontrer, ça a été toute une aventure qu'il ignorait de son côté. Mais en fait, ça s'est révélé être une personnalité très très attachante, quelqu'un qui avait vraiment énormément de charme intellectuel, puisqu'il s'intéressait à tout le monde et à tous les sujets, et ça c'est quelque chose de rare. Et ça a continué en fait
toute ma carrière en fait d'élève en doctorat, puis de post-doctorat, et après les années où j'ai été chercheuse dans ce centre, c'était vraiment quelqu'un qui arrivait tous les jours avec quelque chose à vous transmettre, un petit article, un livre, un CD, une information, et sur des sujets divers et variés. Et donc quelqu'un de très stimulant. Et donc après avoir fait cette enquête pluridisciplinaire sur un village, le centre d'études himalayennes avait eu comme suggestion, je crois, de la part des autorités népalaises, de travailler sur 2 districts du centre du Népal, qui s'appelait Gulmi et Argakanchi. Et donc on m'a proposé de faire ma thèse dans ce cadre-là. Alors ça m'a permis, en fait, ça me laissait une très grande liberté, puisque les districts, c'est comme des départements en France, donc j'avais le choix de m'installer à peu près où je voulais. Et puis, ça me permettait d'avoir des ordres de mission officiels et d'avoir des petites subsides, car je n'ai pas eu de bourse de thèse de l'école des hautes études. Donc, ça m'a quand même aidé à plusieurs titres. Et donc, ces 2 districts de moyenne montagne laissaient une très grande latitude de choix. Mais en fait, j'étais depuis toujours intéressée par la forêt, et j'avais donc décidé que pour travailler sur l'usage rituel des plantes, il me fallait m'installer dans un village à proximité d'une zone forestière pour qu'il y ait quand même une diversité intéressante. Et donc, eh bien, je suis allée voir sur les conseils de Corneille Geste un Magar, qui était un ancien militaire qui s'appelait Shri Prasad Buratoki, qui était ministre du Tourisme. Et donc c'était quelqu'un qui avait une sorte de darbar, une cour dans son salon avec une vingtaine d'hommes qui l'entouraient, qui avait beaucoup de prestance. Et quand je lui ai dit que, puisqu'il était originaire, excusez-moi, c'est pour ça, originaire lui de Gulmi, quand je lui ai dit que je voulais aller travailler dans le district de sa famille ou bien le voisin, et que je cherchais un village à proximité d'une grande zone forestière, il m'a tout de suite dit qu'il fallait que j'aille travailler chez les Magars, lui-même étant Magar, et il m'a fait 3 lettres pour 3 chefs de village, et des lettres qu'il a cachetées, donc je ne sais pas ce qu'il avait écrit, mais donc il m'avait mis l'adresse et je savais quels étaient les 3 villages qu'il me conseillait. Et donc en fait je me suis rendue tout d'abord dans son village d'origine, qui s'appelle Barcé, et qui est un village assez extraordinaire, dans une cuvette entourée d'une vaste forêt, située dans le district de Gulmi. J'ai tout de suite pensé que ça devait être très merveilleux d'y travailler, mais qu'en même temps c'était trop atypique pour que je m'y installe, puisqu'en fait il s'agissait d'un village composé à peut-être 95% de militaires, et presque tous ce qu'on appelle les British Gurkhas, c'est-à-dire des militaires travaillant en fait pour la Grande-Bretagne. Donc des gens qui avaient un niveau de vie, souvent aussi qui avaient acquis un niveau scolaire et un mode de vie très différent finalement du reste de la population. Ce qui fait qu'à Barcé, on avait des sortes de petits trottoirs, des petits massifs. Bon, il n'y avait pas d'éclairage municipal, mais c'était pas loin, quoi. Alors que quand le reste du Népal n'avait ni eau courante, ni électricité, etc. Et puis, je suis allée voir par curiosité le second village qu'il m'avait recommandé. Alors là, c'était vraiment l'opposé. C'était un hameau isolé sur une pente excessivement escarpée, avec une montée très très raide pour y arriver. Et un hameau très petit, avec effectivement une magnifique forêt au-dessus. Mais là, je me suis dit, ça me fait vraiment un tout petit cercle pour travailler. Mais une des choses qui m'ont frappée dans ces 2 premiers villages que j'ai visités, c'est qu'à peine étais-je arrivée qu'une équipe d'hommes s'affairait
à me construire des toilettes mobiles, comme pour les militaires, vous savez, avec des tissus pour l'encadrer. Bon, j'ai fini par me dire, c'est peut-être une façon d'accueillir l'étrangère, puisque personne d'autre n'utilisait, bon, à Barcé un peu plus, mais en tout cas, dans le deuxième village de Pampuka, les gens allaient à l'extérieur dans la forêt ou derrière un arbre. Et donc, bon, je suis partie vers le troisième village, qui était en fait le plus au nord de ce district, qui s'appelait Darling, où là, en fait, j'ai trouvé un vaste versant cultivé, habité par une variété de populations, c'est-à-dire un pourcentage à peu près équivalent en fait, de Magars, de gens qu'on appelle de haute caste, donc des brahmanes et des kshatriyas, et puis des intouchables, qu'on appelle maintenant des dalits. Et donc, cette configuration m'a semblé intéressante, puisque je n'ai pas spécialement travaillé au départ, moi, sur une ethnie particulière. Et je pense que ça a été aussi un atout pour moi, puisque finalement, les études, on va dire dans les années 70-80, avaient eu tendance à se focaliser sur un groupe et pas tellement sur les interactions. Et du coup, on avait une mauvaise idée finalement des influences régionales et puis surtout entre justement ces différents groupes ethniques et la population majoritaire qui était de caste hindoue. Alors dans le cas des Magars, c'était d'autant plus dommageable que les Magars sont très hindouisés, très acculturés dans leur immense majorité, et que finalement, l'essentiel de ce qu'on avait écrit sur ce groupe, eh bien, c'était des gens qui avaient été s'installer dans des régions très reculées, où ils étaient moins au contact avec ces populations. Et donc, ça ne nous permettait pas non plus de comprendre finalement comment la majorité des Magars étaient devenus des hindous, avaient abandonné l'usage de leur langue tibéto-birmane pour le népali, etc. Et donc, bon, moi, c'est un peu un concours de circonstances qui a fait que je me suis retrouvée dans un contexte où eh bien, ça formait évidemment une question à laquelle finalement je me suis attelée, même si, bien sûr, puisque j'avais fait mon projet sur l'usage des plantes, j'ai commencé au départ à faire un herbier, à travailler beaucoup en forêt, ce qui a été très utile en fait dans cette première période où on a besoin de se familiariser avec les gens, d'avoir un accès facile avec eux, avec tous les interlocuteurs, puisque s'il y a un sujet très neutre, eh bien c'est la culture matérielle et puis les plantes en particulier. Personne s'interroge en fait sur la présence d'une personne qui cherche à connaître le monde naturel, le nom des plantes, leurs usages, et même ça a évidemment créé des liens particulièrement sympathiques, puisque le monde de la forêt, dans les années 80, était fréquenté dans la journée, bon, parfois par des femmes, mais surtout par des adolescents et par des vieillards, en fait. Donc, les gens qui conduisaient les animaux paîtres, et donc les vieux, souvent assis sur un tronc d'arbre, qui profitaient que leurs chèvres ou leurs bufflets ou leurs zébus soient en train de trouver du fourrage pour soit tailler des morceaux de bois, faire des petits artefacts, soit tisser, tresser, enfin il y avait toutes ces activités manuelles, mais ce qui faisait qu'ils étaient aussi très libres et que c'est un moment de transmission intergénérationnelle. Et donc on entendait, enfin, parce que je n'étais pas toujours à leur poser des questions, mais en se mettant juste à côté d'eux pour fumer une cigarette, eh bien, on les entend expliquer aux plus jeunes ceci, cela. C'est vraiment le moment où les plus jeunes apprennent des grands-pères, et pas forcément de leurs grands-pères, parce qu'il y a des grands-pères un peu partout en forêt et des jeunes qui circulent. Et
Donc finalement, moi j'ai pu me positionner un peu comme un de ces jeunes, parce qu'il y a aussi des jeunes filles, hein, c'est pas uniquement masculin, même si pour la partie, pour les personnes plus âgées, c'est quand même surtout des hommes plus que des femmes. Et, et donc c'était ce moment où les hommes âgés avaient tout le temps de me répondre, de m'écouter, de m'expliquer les noms des plantes, quelles étaient leurs propriétés, etc. Et où j'avais aussi plein de jeunes ados sous la main, ravis de monter dans les arbres, me chercher des feuilles, etc. pour compléter mon herbier. Et bon, en fait, cet herbier les intriguait tous, évidemment, parce que personne n'avait eu l'idée de faire sécher des plantes juste pour écrire leur nom et les conserver. Et puis, ça a été, je pense, finalement, on devrait peut-être tous faire des herbiers pour commencer, parce que beaucoup de gens venaient me trouver, en fait, avec une plante qu'ils pensaient que je n'avais pas dans ma collection. Et donc, en fait, les gens aussi venaient à moi pour compléter mon travail, parce qu'ils pouvaient y penser en marchant sur un sentier ou je ne sais quoi. Mais bon, alors finalement, je me suis aperçue que finalement les usages de ces plantes étaient avant tout médicinaux et puis également vétérinaires, on va dire. Beaucoup avaient des propriétés connues pour le bétail et notamment le lait. Et je me suis dit que finalement mon sujet allait être un peu trop étroit uniquement pour l'utilisation des plantes dans les rituels. Et puis donc j'avais aussi tout ce background d'indianiste et observer justement comment un groupe ethnique, une tribu, comme on disait à l'époque, était devenu hindou, alors qu'en théorie, il est impossible de devenir hindou, on doit naître hindou, mais il n'y a pas de conversion possible à l'hindouisme. Ça m'a paru être un sujet plus intéressant. Et surtout que bon, c'était un peu une page blanche justement de ce Homo hierarchicus qui m'avait passionné. On avait l'impression, même avec les concepts comme celui de sanskritisation, et bien que tout avait été fait par imitation, c'est-à-dire que les tribaux s'étaient sanskritisés pour pouvoir s'intégrer et avoir une place honorable dans la hiérarchie des castes. Alors, le Népal était intéressant de ce point de vue, puisque contrairement à l'Inde, où les castes sont en fait effectivement, en théorie, considérées comme à l'extérieur de l'organisation des castes, ce sont des gens qu'on appelle avarna, c'est-à-dire dépourvus de classe. Le système des castes est en fait constitué au départ de 4 grandes classes qu'on appelle des varnas. Et ceux donc qui font partie de ce système sont des savarna, pourvus de varna. Et donc on a la classe des prêtres, les brahmanes, la classe des rois ou des guerriers, les kshatriyas, celle des vaishyas qui sont les commerçants, les agriculteurs, et puis celle des shudras qui sont les artisans impurs. Et le Népal est absolument passionnant pour quand on est en fait indianiste de formation, puisqu'on a là un cas où le système des castes a été, on va dire, transformé en loi au tournant, on va dire, au passage entre la royauté guerrière qui, depuis le XVe siècle, avait été la forme de gouvernement, on va dire, dans les différents petits royaumes du Népal, et puis le royaume unifié du Népal qui s'est constitué à la fin du XVIIIe siècle. Et en fait, cette royauté guerrière a perduré, on va dire, jusqu'à peu près le milieu du XIXe siècle, où là, ce sont des premiers ministres qui ont pris le règne, quoi,
les rênes du gouvernement en main tout en conservant les rois, à titre, on va dire, symbolique et rituel. Et donc, eux ont eu à cœur de légiférer, de centraliser, et ils ont produit ce code de loi qui est un code qui va légiférer en particulier toutes les infractions relatives à la caste et la hiérarchie des castes. Et donc c'est quelque chose d'unique. On n'a pas d'autre contexte où le système de caste est incorporé à la loi. Ça s'explique aussi du fait que le Népal n'a jamais été colonisé par les Britanniques, et c'est son deuxième grand intérêt, c'est que l'Inde a été, les débats sur la société de caste et la société indienne se sont articulés sur plusieurs axes. Alors, en réponse à Louis Dumont, qui avait adopté une vision très brahmanique de ce que c'était qu'une société de caste, où les valeurs étaient celles qui étaient portées par le groupe le plus pur, donc les brahmanes. Il y a eu cette réponse des historiens avec ce modèle concentrique, avec quelque chose qui tournerait autour d'un roi, de la royauté. Et puis, il y a eu, bien sûr, des réponses à partir des années 80, fin 80, on va dire, d'intellectuels émanant, on va dire, beaucoup de la société indienne elle-même, qui ont créé ce courant de l'anthropologie qui s'appelle les Subaltern Studies, qui, eux, se sont intéressés surtout à l'impact du colonialisme. Et donc, toute caractéristique de la société indienne, etc., en fait, s'expliquait par la présence des Britanniques et l'influence qu'ils avaient pu avoir sur précisément la société de caste, comment il avait pu l'inventer pratiquement, la cristalliser en tout cas. Alors c'est vrai que travailler au Népal sans Britannique, où non seulement le système des castes avait été très cristallisé, mais même inscrit dans la loi, et on va dire que l'essentiel de ce qu'on pouvait appeler la violence, en fait, dans le code de loi, ce qui était sanctionné, c'était des infractions à ces règles de caste qui aujourd'hui ont totalement disparu de ce qui est considéré comme un crime, hein, c'est-à-dire échanger de la nourriture avec une personne qui ne fait pas partie d'un groupe avec lequel c'est possible, enfin échanger, surtout la recevoir, l'ingérer soi-même, c'est plutôt ça. Le donner ne pose jamais problème, c'est la réception, avoir des relations sexuelles, là c'est dans les deux cas, même si il y a de l'hypergamie, donc c'est plus grave s'agissant des femmes qui, elles, peuvent avoir plus facilement des relations avec les gens qui sont hiérarchiquement supérieurs que ceux qui leur sont inférieurs, sauf qu'il y a évidemment cette barrière, ce qu'on appelle la barrière de l'eau au Népal, qui va distinguer ce qu'on appelle les intouchables, même si le terme est assez rarement utilisé, avec lesquels aucune forme de commensalité ou de relation sexuelle n'est possible jusqu'à un certain point, on va voir en tout cas. Alors, ce qui est intéressant au Népal aussi, c'est que les populations dites tribales sont beaucoup plus importantes numériquement que dans l'Inde. En Inde, représente moins de 10%, à peu près 8%, d'après le dernier recensement que j'ai en tête en tout cas. Et au Népal, la question est complexe, puisqu'on va dire à l'époque où j'ai commencé à travailler, ce qu'on appelait les tribaux, c'est-à-dire c'était essentiellement les groupes de langue tibéto-birmane ou anciennement locuteurs de langue tibéto-birmane, représentaient à peu près 30% de la population. Et c'est-à-dire qu'ils étaient, bon, pas aussi nombreux numériquement qu'en Inde, mais proportionnellement, ça changeait tout. Et non seulement nombreux, mais en plus, apparemment, n'ayant jamais été considérés
comme des gens ne faisant pas partie de la société de caste. Les plus anciens documents qu'on a montrent des alliances en fait entre les princes hindous et des princesses tribales, en tout cas des filles de gens de pouvoir qu'on appelle des rois très facilement, mais bon, on peut être un tout petit roi et avoir ce titre dans cette région. Et puis surtout, dans le code, ils n'apparaissent pas du tout à l'extérieur de ce système, mais ils sont, on va dire, en son centre. Et ils forment une catégorie de gens qu'on appelle en fait des buveurs d'alcool, les matwalis, et qui sont subdivisés selon qu'on peut ou pas les réduire en esclavage. Et alors c'est une particularité du Népal qui a perduré jusqu'en 1925, quand il y a eu une abolition de l'esclavage, pas mal sous la pression apparemment des Britanniques, qui eux l'avaient aboli bien avant dans l'Inde voisine, où l'esclavage existait aussi. Mais évidemment, une des particularités de l'esclavage, et c'est peut-être aussi comme ça qu'on peut comprendre l'importance de cette réserve de gens considérés comme purs, mais réductibles en esclavage, c'est que la plupart des tâches domestiques ne peuvent être accomplies par un intouchable, puisqu'il ne peut pas vous transporter votre nourriture, ni votre eau, s'occuper de votre bétail, puisque même la traite par un intouchable souille le lait, etc. Toute intervention souille. Et donc, bon, je ne sais pas à quel point la corrélation doit être poussée, mais en tout cas, voilà l'état de fait. Et donc, le Népal était vraiment un contexte très intéressant pour étudier ces questions de relation entre une royauté hindoue, ce système de caste et la présence des tribaux. Et finalement, c'est là-dessus qu'a porté ma thèse.